Fidèle ami internaute de Dabarou TV, bonjour et bienvenue dans ce numéro de votre émission Déballage. Le gouvernement béninois a-t-il trouvé le moyen de contraindre le Niger à rouvrir ses frontières? Pour l'heure, personne ne sait si les autorités nigériennes pourraient céder face à la mesure prise par Patrice Talon. Cette décision est en lien avec l'acheminement du pétrole brut nigérien par le pipeline Export. Selon nos informations, le Bénin a décidé de bloquer l'acheminement du pétrole nigérien à partir de la plateforme de Sémékodi au Bénin où atterrit l'oléoduc. On en parle sur ce plateau ce matin avec mes débatteurs déjà installés. À ma gauche, Barnabas Orokouma, journaliste promoteur du groupe de presse Dabarou. Barnabas, bonjour. Bonjour Ismaël Barougou, c'est un plaisir de retrouver le plateau de Déballage. Justement, et après un congé bien mérité, je vais dire. Merci beaucoup. En face de vous, Donatien Diglé, journaliste, analyste politique. Donatien, bonjour. Bonjour Ismaël Barougou. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi. Voilà. Alors, pas d'embarquement du brut nigérien depuis le terminal de Sémékodi. Si le Niger maintient sa frontière fermée, c'est la condition posée justement par le Bénin dirigé par Patrice Talon suite justement à la coopération liée à l'exploitation de l'oléoduc entre les deux pays en froid depuis juillet 2023. Alors je commence par vous, Donatien Diglé. Quelle analyse faites-vous justement de la mesure décrétée par le Bénin de bloquer l'acheminement du pétrole nigérien à partir de la plateforme de Sémékodi au Bénin où atterrit l'oléoduc? Oui, pour rester dans cette actualité, il est important de rappeler un certain nombre de faits. Je vais dire naïvement, le président béninois et le président en exercice de la CEDEAO, Tinubu, ont sauté sur l'occasion du coup d'État au Niger. Ils ont eu des positions radicales très tôt qui ont envenimé la situation et qui ont affiché une certaine position. Ça fait qu'aujourd'hui, l'histoire d'amour, l'histoire de fraternité entre le Bénin et le Niger, cette histoire a reçu un coup. Parce que depuis toujours, en dehors de l'unité, moi je n'ai pas souvenance d'une crise qui va mettre les deux pays dans une situation un peu tendue. Parce que si on ramène le président Patrice Talon dans un contexte pareil aujourd'hui, et qu'on lui demande de prendre des positions qu'il avait eu à prendre à l'époque, il va être retenu. Parce qu'il va s'appuyer sur l'expérience du président togolais, qui a déjà fait plusieurs expériences et qui sait que dans des situations du genre, il faut faire doucement. Et lorsque vous prenez la CEDEAO, la politique de la CEDEAO n'est pas trop politique, c'est plus économique. Donc il fallait aller doucement pour ne pas s'attirer la faute des uns des autres. Et donc quand c'est arrivé comme ça, sur ce plateau où les occasions d'intervention, nous avons condamné la précipitation que le Bénin a observée dans ce débat. Et bon, vous savez, la lecture différée qui vont se dire le président de la République a raison, le Bénin a raison, mais nous savons que cette position ne nous arrangeait pas. Donc, quand on a évolué dans le temps, à un moment donné, le président de la République, qu'on connaît téméraire, qui a même dit qu'il faut la tête dans les guidons, dans un message sur l'état de la nation, est revenu sur ce cas. Et après, dans une autre émission, il a avoué qu'il a un temps pour condamner, il a un temps pour marquer la pause, et un temps pour revoir sa position, et qu'actuellement, il tend la main au Niger. Et ça coïncide avec la décision de la CEDEAO qui a dit nous allons vivre l'embargo sur le Niger. Et même la Banque mondiale a dit nous allons même lâcher les dettes du Niger pour que les choses reprennent. Ça veut dire qu'à un moment donné, les pushistes ont été acceptés par la communauté internationale, par la CEDEAO, comme les nouveaux dirigeants du Niger. Quand on se remet en cause comme on l'a fait au Bénin, il est normal que du côté du Niger, on puisse également mettre du bémol dans sa position pour que la population reprenne. C'est pour cela que je pense qu'à un moment donné, il fallait que le Bénin montre sa souveraineté vis-à-vis du Niger. Parce que je parle des faits. Il est inconcevable que des dirigeants nigériens, qu'ils soient pushistes ou pas, traversent les frontières du Bénin, viennent poser des actes dans notre pays sans faire allégeance à nos autorités. Ce n'est pas possible de l'autre côté. Et pour ça, je pense que le président de la République a raison d'avoir la position qu'il a eue pour que les relations, il a insisté, il a utilisé un mot fort. On ne peut pas être dans une relation diplomatique et se baser sur l'informel. Non, ce n'est pas possible. Il faut trouver la formule. Et en matière de rapport de force, chacun utilise ses moyens. Vous utilisez les moyens que vous avez pour rester dans le rapport de force. Le Bénin utilise les moyens qu'il a. Et vous allez constater que depuis mon envie jusqu'à Sémékodi, on n'a pas compromis le dispositif du pipeline. On n'a pas interdit au Niger d'envoyer le pétrole au Bénin. Mais on se dit, bon, ok, vous nous fermez la frontière alors que l'on a dit notre frontière est ouverte. Allez, nous, on utilise ce qu'on a comme moyen pour vous obliger également à revoir vos positions. Donc, je pense que le Bénin, pour le moment, a choisi bon. Et il faut encourager le chef d'État dans cette position et assumer les conséquences liées
à cette position. Voilà, justement, parlant de conséquences, on va y revenir. Et Barnabas Solo, comment votre vis-à-vis affirme que le gouvernement a raison à travers ces décisions prises par le chef de l'État, Patrice Talon? Merci beaucoup. Je suis heureux qu'il rappelle les circonstances qui ont conduit à la situation dans laquelle nous sommes. Et ce rappel montre clairement que le premier qui a déclaré la guerre au Niger, le premier qui s'est prononcé ennemi du Niger, c'est le Bénin. J'ai dit que c'était pas naïveté. À travers ce comportement, à travers ces prises de position où le président, notre président béninois, s'érigeait en porte-parole de la CEDEAO pour dire qu'il faut aller intervenir au Niger, pour fermer les frontières et tout ça. Nous avons vu le ton avec lequel cela a été dit contre le Niger. Et le chef d'État doit pouvoir comprendre qu'il est le premier à démarrer les jeux brutaux. Lorsque nous sommes sur ce plateau... Vous parlez de jeux brutaux? Oui, c'est ça, on appelle ça des jeux brutaux. Fermer la frontière, dire qu'on va envoyer des gens pour intervenir, pour dégager les putschistes et installer Bazoum, tout ça, c'est des jeux brutaux. Le Bénin est souverain, il est dans son pays. Mais le Bénin ne peut pas dire qu'il faut aller dégager quelqu'un dans un autre pays. C'est des jeux brutaux, j'appelle ça. Lorsque vous et moi, on est face à face, je prends l'initiative en premier de vous donner une paire de chiffres. Lorsque, après, je me rends compte que c'était pas bon, je fais mon mea culpa, vous n'êtes pas obligé d'accepter mon mea culpa tout de suite. Vous avez votre temps de digestion de votre colère, selon le niveau où mon acte vous a touché. Vous ne pouvez pas me mettre, je ne peux pas vous mettre la pression de me pardonner. Le pardon doit venir de façon volontaire et ça doit prendre le temps que ça va prendre. Si je suis le premier à vous donner la paire de gifles et je me rends compte que ce n'est pas normal et je commence par faire des appels de pied pour que vous compreniez que j'étais en erreur, je comprends mon erreur. Mais si vous n'acceptez pas l'appel de pied, je vais me fâcher encore. Pour dire, d'accord, je t'ai donné 2 gifles, je te demande pardon, tu n'acceptes pas, non, je te donne encore une 3e. C'est comme ça on règle les problèmes? Non. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Le Bénin est le premier à se déclarer ennemi du Niger à travers la prise de position après le putsch, à travers la fermeture des frontières, en dépit des relations fraternelles qui lient le Bénin et le Niger. Nous sommes allés dans cette situation. Ça a pris le temps que ça va prendre. Les autres ont résisté. La CEDEAO a fini par lever les sanctions, ce qui a poussé le Bénin. Le Bénin n'a pas ouvert avant la décision de la CEDEAO. Le Bénin a ouvert quand la CEDEAO a demandé, même si en amont, le chef de l'État a plaidé, a montré. Donc, je pense qu'il faut reconnaître la vérité en face. Le Bénin n'est pas en position de force pour aller comme il va. On est les premiers à offenser les autres. On doit pouvoir aller à leur rythme. On doit être dans une position de négociation. On doit leur montrer vraiment que nous avons tort. Et l'autre chose qui est dans peut-être la manière d'être de notre chef de l'État, c'est peut-être sa manière d'être. Mais regardez, observez-le clairement lorsqu'il parle. Même ses propos, derniers propos sur cette situation de blocus du pétrole nigérien. Regardez le ton, regardez la manière de parler, de s'adresser aux autres. C'est cette même posture qu'il a eue lorsqu'il a invité Yahi Boni. Donc je pense que ça peut être sa façon d'être. Mais moi personnellement, quand je le vois parler de ces trucs, c'est comme si il y a un sourire derrière, en arrière-plan, qui montre, je sais pas ce que c'est, qui a l'impression de narguer le vis-à-vis, celui à qui on s'adresse. C'est pas une posture de quelqu'un qui plaide, quelqu'un qui fait le mea culpa, qui reconnaît. Donc je pense que diplomatiquement, moi je suis contre cette décision du Bénin. Voilà. Le Bénin est en très mauvaise posture aujourd'hui de vouloir faire encore des jeux brutaux avec le Niger. Oui, si le Bénin avait refusé que les autorités nigériennes entrent dans notre pays, elles ne rentreraient pas. Si elles sont rentrées, c'est nous qui avons autorisé leur entrée pour venir parler du pipeline.
Bon, si demain on ne veut pas, on refuse et ils vont prendre acte. Moi, je pense que cette décision aura plus de conséquences négatives sur le Bénin que sur le Niger. On va revenir sur les conséquences. Il me plaît quand même de... D'accord, rapidement, oui. D'abord, vous avez dit que c'est le président du Bénin qui a déclaré la guerre au Niger. Non, c'est le président du Bénin qui a tenu des propos qui ont fâché les autorités actuelles du Niger. Ça n'a rien à voir avec le peuple nigérien. En fait, le débat, c'est entre les autorités du Niger et les autorités du Bénin qui a des impacts sur la collaboration, les accords, les relations bilatérales entre les deux États. Et vous avez suivi un peu votre démonstration, vos exemples. Parce que Barnabas et moi, on a eu des prises de bec et la tension est entre nous. Et il a sa parcelle. Puisque vous donnez des exemples, il me permet quand même de donner quelques exemples. D'accord, rapidement. Moi aussi, j'ai des problèmes d'électricité, mais la solution, c'est de mettre mon compteur dans votre maison. Et sans rien vous dire, un matin, je débarque chez vous parce que je suis en position de faiblesse, je mets mon compteur chez vous et je ne commence pas à utiliser l'énergie. Vous allez accepter? Oui, si ça dépend du problème qui nous lie. Et je pense que, j'accepte, oui. Si je me dis que bon, non, si j'accepte, je ne vous dis rien. Oui, si j'accepte, non, je ne vous dis rien. Oui, je me dis, si je vous vois faire, peut-être que si vous parvenez, si vous le faites et vous placez votre compteur, vous avez l'énergie, ça va calmer la colère qu'il y a là. Ça vous dire. Et vous allez accepter. Oui, vous êtes propriétaire de la maison. Je sais que si je me dis en faisant ça, peut-être que ça va assouvir cette calmer la tension entre les deux. Lorsqu'on est en erreur, on oublie un certain nombre de choses. Je suis sûr que malgré que vous êtes chef de famille, celui qui est le chef de famille, il y a des fois où même votre enfant, lorsque vous savez que vous l'avez offensé, il y a des fois où vous fermez les yeux sur certaines choses. Le minimum, c'est de poser des actes qui montrent que j'ai offensé mon enfant. Et le président de la République du Bénin, à un moment donné, a marqué la pause, et là, il s'est remis en cause, et il a plaidé pour que la CEDEAO lève l'embargo. Et c'est vrai, et je dis, et je m'attelle, que cette position du chef d'État au départ était une erreur. C'était une erreur. Mais ce n'était pas solidarité de communauté. Le Bénin se trouve dans une communauté. Et cette communauté, pourquoi les autres chefs d'État n'ont pas été aussi engagés que le Bénin? Vous n'avez pas suivi ma démonstration au départ. Donc ça va au-delà de la communauté. J'ai dit pas de naïveté. Vous savez ce que le président Patrice a dit quand il est venu au pouvoir? Il a commis des erreurs. Et ces erreurs sont liées au fait qu'il n'était pas l'homme politique du terrain. Parce qu'il y a ce qu'on ne dit pas. Il a dit par exemple qu'il ferait un mandat unique. Vous savez ce qu'on lui a répondu? Il a dit, je crois, le président Gambien qui a dit, laissez-lui faire quelques années, vous allez voir. Il a fait un mandat unique là? Non. D'accord? Oui. Donc, vous avez vu la position du président togolais qui a duré plusieurs années. Et lorsque même dans notre pays on a des problèmes, ce président togolais qui aujourd'hui ne fait plus trop n'est plus une référence pour moi à cause de ce qui se passe au Togo actuellement, sont eux avec le président Ouattara qui sont réunis pour tenter de réconcilier le président, ce qu'on pourrait faire en interne. Ça veut dire qu'ils ont une certaine expérience. C'est le manque d'expérience dans les affaires diplomatiques qu'a amené le chef d'État à se comporter comme ça, parce qu'il avait en face de lui un Tinubu qui venait fraîchement de gagner le pouvoir, qui a été élu président de la CEDEAO, et ça a commencé. Si c'était des gens rodés, ils auraient pris les dispositions nécessaires pour trouver la formule diplomatique pour amener les poutistes soit à remettre le pouvoir ou constater qu'à un moment donné, c'était plus évident de leur prendre le pouvoir et on les accepte comme on le fait maintenant. Mais ce qui me plaît dans le comportement de mon président, c'est qu'à un moment donné, il a fait un profil bas. Il a reconnu que oui, on avait condamné, on a dit. Vous pensez que le profil bas qu'il a fait est suffisant pour réparer le tort qui a été fait au Vous parlez de quel tort? Condamné, il a envoyé quel militaire là-bas? Non, il n'a pas envoyé, mais les frontières ont été fermées. Le préjudice n'est pas physique. Il a tenu des propos qui n'ont pas plu. Et à un moment donné, il dit, ok, on a condamné, maintenant on se remet en cause. Non, n'exagérons pas. Et je vais vous dire, il y a des normes internationales pour traverser un pays. Lorsque les autorités nigériennes, reconnues désormais par la communauté régionale et internationale, veulent rentrer dans un pays, il y a des démarches. Surtout lorsqu'on a levé certaines barrières, les deux ministres des Affaires étrangères doivent échanger entre eux. Et le ministre des Affaires étrangères du Bénin doit saisir le chef d'État officiellement pour lui dire que nous aurons dans notre pays. Parce que leur sécurité au Bénin, nos autorités en sont responsables. Et par rapport à ça, on ne peut pas prendre le risque de traverser le Bénin comme ça a été fait. Non, ils ne vont pas l'accepter de leur côté. Je ne refuse pas. Ce que je dis, oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le Bénin était au courant de la traversée
des autorités nigériennes. Moi, je ne sais pas, mais Non, j'ai un d'État qui se surprend. Non. Ce n'est pas possible que le chef d'État ne soit pas au courant d'une délégation qui traverse la frontière. Il y a des forces, il y a des forces de sécurité et de défense au niveau de la frontière. Vous qui tentez de nous faire croire sur ce plateau que non, je ne tente pas de faire croire. Les Nigériens, écoutez, ce que je dis, à un moment donné... Est-ce que vous savez que le gouvernement béninois pouvait empêcher d'entrer au pays? Justement, c'est ça, il dit. Si le gouvernement béninois était très bien informé que les autorités nigériennes venaient au Bénin. Ce n'est pas possible que le gouvernement... saisi officiellement. Voilà, ils auraient pu demander, exiger. Donc, s'ils ont accepté, ils ont accepté que les autorités viennent. C'est justement parce que quelque part, ils se reprochent, ils se disent, en venant, ça va régler le problème. Non, c'est une démarche d'apaisement. Voilà. Mais cette démarche soit observée jusqu'au bout. Non, c'est pas comme ça. D'accord. On va poursuivre l'émission. Aujourd'hui, oui. Ici à Dabarou, sur votre plateau, il est impossible que des gens débarquent sans vous reconnaître votre autorité. Quel que soit le âge, vous êtes responsable de l'entreprise. On doit reconnaître votre place ici pour profiter de vos prestations. C'est ça. Vous banalisez. Il y a un antécédent. L'antécédent, c'est quoi? Quand les relations... Non, ça, c'est vous qui l'avez reconnu. Et ce moi, j'ai accepté. Non, écoute, nous sommes dans des relations diplomatiques. Nous sommes dans des relations de colonies, de métropoles. Attention, nous ne sommes pas dans des rapports de colonies, de métropoles. Nous sommes dans des rapports de pays souverains. Dans cette relation diplomatique, justement, quels seront les enjeux économiques et politiques de cette décision du Bénin là? Barnabas Sorokoma. Alors, les enjeux économiques sont grands. Et moi, je pense que si la situation continue, d'ailleurs, nous avons appris la déclaration du vice-président nigérien qui dit que le Niger n'a aucun problème avec le Bénin. Le Bénin doit voir avec la société chinoise qui exploite, qui a le marché de l'exploitation du pétrole nigérien. Il y a des clauses qui lient les deux pays par rapport à ce projet. Donc, et on doit se référer à ces clauses. Et les clauses, forcément, définissent les conditions dans lesquelles l'une des parties peut surseoir au partenariat. Les clauses doivent définir dans quelles conditions le Bénin peut se lever et interdire l'exportation du pétrole par son canal et ainsi de suite. Donc, c'est sûr que les deux côtés vont saisir, peut-être le Niger va saisir les instances qu'il faut pour se plaindre si il le veut, mais le Niger a dit le problème se trouve entre le Bénin et la société chinoise. Si la société chinoise qui a investi des milliards pour exporter le pétrole du Niger pour le Bénin ne trouve pas d'inconvénient à ce que les pompes, les bateaux soient bloqués au niveau du Bénin, c'est tant mieux. Et moi, je pense que la situation ne nous arrange pas. Et c'est ce qui me fait mal. Cette situation ne nous arrange pas. Pourquoi? Parce que, les frontières ont été fermées contre le Niger. Le Niger est resté. Le pétrole brut ne circule pas par ce canal-là depuis toujours. C'est maintenant que ça avait commencé. Tout à fait. Et le Niger vivait. Donc, ce n'est pas le blocus du pétrole aujourd'hui au Bénin qui va peut-être changer la donne, qui va mettre... Au fait, moi, je trouve que ce n'est pas vraiment un vrai moyen de pression sur le Niger. Parce que le Niger, depuis le putsch, a vécu avec les frontières fermées avec le Bénin, sans ce pétrole-là, et a continué sa survie. Donc, il est possible que le Niger tienne encore autant d'années qu'il faut, peut-être voir s'il faut oublier le Bénin carrément. Et passer par un autre pays, selon vous, un autre pays comme le Nigeria, par exemple, qui en voulait et qui voulait de ce projet-là. On a le président Buhari l'a montré clairement. Il n'était pas du tout content que ce projet soit revenu au Bénin. Et le Nigeria en est jaloux juste aujourd'hui. Donc, ça peut être une occasion que le Nigeria va saisir. Ça va durer le temps peut-être de reprendre les canaux d'évacuation de Lagos jusqu'à Niamey peut-être. Mais le Niger peut encore tenir et dire, bon, soit on bascule ça vers le Nigeria, mais comme le Nigeria aussi est CEDEAO et un ardent défenseur de la CEDEAO, bon, on a un nouvel allié qui est le Togo. On fait partie par le Burkina qui est membre de notre
nouvelle association creusée, voilà. L'AES, et par le Togo qui est désormais notre port où nous allons et nous accordons. Donc, je pense que c'est le risque que le Bénin prend. C'est un risque de perdre finalement ce projet qui devait impacter normalement plusieurs Béninois parce que c'est de la main-d'œuvre, c'est beaucoup de personnes qui auraient pu trouver quelque chose à travers ce projet, et l'État béninois aussi allait gagner beaucoup à travers ce projet. Donc c'est pourquoi je trouve que la démarche, ce n'est pas ça. La démarche pour votre vis-à-vis n'est pas ça. Donatien Dieglé, quels sont les enjeux et quelles sont les conséquences potentielles pour le Niger et suite à ce blocage du transport de son pétrole brut à travers le Bénin? J'ai écouté l'ancien patron de la diplomatie du Bénin, René Abdonchi, qui a dit qu'il n'y aura pas de gagnant dans ce bras de fer. Parce qu'il a fait une démonstration que je peux partager en partie. Depuis le putsch, il y a des situations que le Niger a vécu comment? Allons chercher à voir le quotidien des Nigériens pour voir que ce n'est pas ce que les dirigeants disent qui reflète le quotidien des Nigériens. Non, c'est clair, ça ne peut pas être du gâteau. D'accord. Si aujourd'hui, et le chef d'État béninois, il est venu dire à la face du monde ce que tout le monde ne pense pas. Il a dit ouvertement qu'il en souffre et que ça a des impacts économiques, politiques et des impacts sociaux. C'est un aveu de la situation que nous vivons. Parce que quand on a fermé la frontière du Nigeria à l'époque, les gens ont tout dit, il y a eu du débat, on a dit non, on peut résister. Les gens ont refusé de nous dire exactement ce qui s'est passé. Mais ici, ce n'est plus quelqu'un d'autre qui est venu nous présenter la situation. C'est le chef d'État. Et l'intervention du chef de l'État montre que le Bénin a besoin du Niger et le Niger a besoin du Bénin. Parce que c'est quoi pour les deux pays? Le partenaire chinois, qui est une puissance aujourd'hui au plan mondial, peut ranger ces deux pays-là. Ce n'est pas seulement le Niger qui produit du pétrole. C'est un manque à cahier. Et il n'y a aucun opérateur économique au monde qui peut accepter de jeter l'argent par la fenêtre. Autant d'argent. Du coup, à un moment donné, on va se dire, ces deux États-là ne sont pas sérieux parce que pour des questions qu'ils pouvaient régler, ils commencent par nous porter des préjudices graves, économiques. Du coup, ok, on va chercher d'autres partenaires. Mais ça ne serait pas facile. Et quand le Niger, la Chine vous tourne dos aujourd'hui dans le monde, tout le monde sait que c'est un grand marché. Et quand ce marché-là vous tourne dos, vous n'avez pas de chance de résister. Tout le monde connaît la force de la Chine. Donc, il y a un problème de crédibilité au niveau des deux États. C'est pour ça que je rejoins l'ancien patron de la diplomatie de notre pays pour dire que nous avons le devoir de nous entendre. Ce qu'on dit, lorsqu'on passe par le port de Lomé, on ne va directement pas à Niamey. Non, on passe par le Burkina. On traverse 3 frontières. 3 frontières. Et tout le monde sait que le Burkina Faso est menacé par les terroristes. Donc, c'est un risque pour l'opérateur économique qui vient investir des milliards de investir sur ce chemin-là. Donc, ça également, les Nigériens le savent. Oui. Et savent que c'est plus facile de quitter le port de Cotonou facilement pour aller au Niger, pour desservir les pays du Sahel. Oui. Donc, c'est pour ça que c'est comme deux époux. Ils vont se chamailler, mais ils ont le devoir de s'entendre pour l'intérêt des enfants, pour l'intérêt de la famille. Donc, je pense qu'on ferait mieux. On ferait mieux. Et si je vais reprendre le mot, oui. si on fait cette description, c'est vrai, c'est lui qui pose la question. Si on fait cette description des impacts, oui. Est-ce que c'était normal qu'on bloque ce pétrole-là? Non, que le Bénin prenne. J'ai envie de vous retourner la question. Est-ce que c'est donc normal que parce qu'on tend la main, qu'on laisse s'échapper nos produits vivriers à des quantités industrielles par le secteur informel? On ne parle pas de produits vivriers. Non, on parle du bloc. Non, le chef de l'État a posé une condition. Il dit. Ouais, dans sa condition, le chef de l'État, voilà. Il sait que les produits beaucoup de plus sortent par le circuit informel. Mais dans l'intention de dire, ok, ça c'est une occasion pour ouvrir la frontière pour qu'on puisse reprendre là. Mais eux, ils s'entêtent. Donc moi, si je fais, j'empêche que les produits aillent les desservir, les produits passent par le circuit informel pour ramener le Niger à un contrat formel. Donc, je vous pose la question. Est-ce que vous voulez que parce qu'on a giflé et il faut laisser le temps que les gens digèrent, qu'on fonctionne dans l'informel, notre économie en souffre. Notre économie en souffre. Et l'une des solutions pour que cette souffrance s'arrête, c'est la négociation. Mais on a montré notre disponibilité. Oui, mais à dire nous sommes prêts. Et on l'a encore répété. Ce que je demande. Oui. Ce que je demande.
lorsque vous êtes en train... Ça a duré combien de temps? Le temps de la déclaration du chef d'État, le profil bas du chef d'État aujourd'hui, ça fait combien de mois? C'est depuis janvier. Nous sommes pratiquement autour de notre 5e mois. Ok. Et les frontières ont été fermées. De la fermeture des frontières jusqu'en janvier, là, ça fait combien de mois? Non, ça fait plusieurs mois. On a dit de juillet donc, 2023. Vous voyez, donc il faut être patient. Tu demandes pardon. Toi, tu as donné des cours pendant Nous ne sommes pas dans un rapport de donc, conflit. à vous entendre, c'est que les deux pays doivent s'entendre. Les deux pays doivent s'entendre selon vous. Et lorsque vous cherchez à vous entendre, vous ne créez pas autre bagarre en dessous. Et non, c'est pour ça que je vous dis que ça veut dire que, selon vous, la main tendue doit nous obliger à laisser sortir le produit par les circuits informels. On ne parle pas de produit, on parle du pétrole. Non, c'est lié. On parle du pétrole, ce n'est pas lié. Non, le sujet ici, oui. Hein, c'est, à moins que le journaliste me dise le contraire, le sujet c'est l'acheminement du pétrole. Voilà, brut. Le Niger, l'intervention du chef de l'État béninois est liée à quoi? On parle du pétrole. Non, vous parlez du chef d'État dit le pétrole va passer. Et ici, moi, je ne suis pas prononcé sur la sortie du maïs ou des céréales. Non. Ça fait partie c'est ça qui a empêché le chef d'État sorti de son silence. Je ne parle pas du non-silence du chef d'État. On parle du blocus, de la décision de bloquer le pétrole nigérien au Bénin. On ne peut pas, dans l'ambiance actuelle, sortir nos produits vivriers par les circuits informels. Attendez. Écoutez. D'accord. Oui, sur la question rapidement. 30 secondes. On ne peut pas, parce que vous pensez qu'il faut laisser le temps de gérer la chiffre, continuer, laisser les Nigériens exploiter le circuit du pipeline là et desservir les Chinois comme ils le veulent et continuer de vivre dans l'informel de ce côté. C'est un rapport de force. Nous disons, on arrête nos produits vivriers. Si ça intéresse les Nigériens, ok, nous allons laisser la frontière ouverte désormais, on va collaborer comme toujours. Aujourd'hui, quelle pourrait être la réponse possible des autorités nigériennes face à la situation actuelle au Bénin? Non, vous savez, je voudrais exhorter nos autorités béninoises à rester dans le contexte sous-régional. Le contexte sous-régional est lié à un certain nombre de choses. Aujourd'hui, on a vu le Burkina, le Mali et le Niger dans un conglomérat où ça ne résonne plus comme avant. Et comme il a dit, ce n'est pas faux, tout le monde sait que le chef d'État béninois, la manière dont il conduit sa politique, c'est un peu dur. Et il a tenté ailleurs, ça n'a pas marché. Donc, il peut saisir l'occasion pour revoir sa position, pour dire, désormais, je ne ferai plus ainsi. Et dire, s'il a vraiment un ministre des Affaires étrangères dynamique, parce que je voudrais renvoyer tous les Béninois au discours de passation de service de Laurent Agbenochi, qui a dit il se libère, d'accord, mais il a dit de faire très attention à l'intelligence artificielle. Nous n'allons pas nous asseoir pour se déterminer sur l'ordinateur, vouloir appliquer ça sur le terrain tout le temps. Il va falloir que notre ministre des Affaires étrangères retrousse les manches, descende sur le terrain, s'arrange pour obtenir la disponibilité des autorités nigériennes pour que l'ambiance reprenne normalement comme ça a été toujours le cas. Barnabas, la réponse des autorités nigériennes face à la décision de Patrice Talon. Il y a deux cas. Oui. Soit ce blocus les pousse à vraiment laisser tomber et ouvrir les frontières, ou ça les conforte encore dans leur position radicale et que ça soit une occasion pour rompre définitivement les liens avec le Bénin, ce que nous ne souhaitons pas. Ce qui est impossible. Ce que nous ne souhaitons pas. Je pense que moi, si j'allais donner un conseil à la diplomatie béninoise, c'est de tenter des médiations. Je suis sûr que le chef de l'État nigérien a des gens qui l'écoutent. Et c'est ce qui devait se passer. Peut-être que ça s'est passé, ça n'a pas abouti. Mais j'ai compris en observant le chef de l'État durant 8 ans qu'il n'est pas du genre à se laisser humilier ou à baisser la garde. Il n'est pas flexible à un moment donné. Je vous assure tout. Ça aurait été Boni Yahi. Il est prêt à aller installer un camping à la frontière du Niger et pleurer le temps que ça durera avant que le chef de l'État nigérien ne vienne ouvrir les frontières. C'est un exemple que je donne pour dire qu'à un moment donné, on doit pouvoir faire profil bas. Et il doit avoir quelqu'un que les putschistes nigériens écoutent. Et ça existe au Bénin. Que le chef de l'État... Il faut partage beaucoup de rapports avec les putschistes et on peut l'utiliser à fond. C'est simple. Le chef de l'État
prends ce dernier, voilà la situation, voilà mes intentions. En réalité, en allant dans le sens de la CEDEAO, c'est parce que nous sommes dans un état et tout ça, j'ai compris. Et vraiment, en fermant les frontières, en fermant votre gaz, votre pétrole, ce n'est pas, mais c'est une manière pour pouvoir trouver un couloir pour venir discuter avec vous, aller leur dire, je suis prêt à me déplacer, aller au Niger pour qu'on échange, qu'on fume le camion de la paix. Si il le fait, je suis sûr, les Nigériens et nous sommes des frères, nous avons le même sang qui coule dans nos veines, nous avons les mêmes traditions presque avec le Nord Bénin. Donc, c'est des gens, il suffit juste d'un peu d'humilité, à un moment donné, descendre du haut et leur parler. Je pense que ça passera. C'est vrai, le temps qu'il nous a donné est imparti, mais nous allons rapidement aborder ce sujet, notamment la tournée des membres du gouvernement dans les 77 communes du Bénin à partir du 15 mai prochain. Et cette tournée a pour objectif justement de présenter les réalisations du gouvernement dans différents secteurs, dont la santé, l'éducation, les infrastructures, tout et tout. Et voilà, et je commence par vous, Donatien, et cette tournée qui intervient 8 ans après voilà, la gestion du pouvoir de Patrice Talon, une tournée pour dire aux populations ce que nous avons fait durant ces 8 ans. Et pour vous, est-ce que c'est une tournée qui vient à point nommé dans ce contexte-là? Il y a un seul Béninois qui doit pouvoir se retrouver dans mes propos. Sous Boni Yahi, il est dit que l'intrus ne connaissait pas la maison, ou bien l'intrus connaissait la maison. Pour parler de Boni Yahi, un matin, face aux difficultés du pays, il a dit en réalité, l'intrus ne connaissait pas la maison. Ça n'a pas échappé sous Talon, où on nous a dit un jour matin, alors qu'on n'était pas habitué à ça, sous Talon, ce sera la communication. Il se trouve que c'est mon grand frère qui est à la base de ces deux. Et aujourd'hui, on constate que la communication est en train d'être conduite à sa dernière demeure. Et ça fait qu'aujourd'hui, on veut revenir à la nécessité de communiquer parce que quelqu'un a dit, et il s'appelle Boni Yahi, lorsque vous ne communiquez pas auprès des intentions. J'ai constaté que Patrice Talon a forcé des réalisations. Malheureusement, il reste incompris des bénéficiaires. Et ça fait que, malgré tout, on ne lui reconnaît pas les efforts fournis. Et c'est maintenant, 8 ans après, c'est-à-dire à moins de 2 ans. Quand vous faites des calculs, nous sommes à moins de 2 ans de la fin de son mandat. Quelqu'un a dit mieux pour tard que jamais. Mais là n'est pas le problème des Béninois. Les Béninois veulent un certain nombre de choses pour que le choc soit amorti. Écoutez, j'ai la chance aujourd'hui d'être devant un journaliste, nous sommes dans notre marigot. Quel est le contrat que vous avez avec le gouvernement aujourd'hui? Aucun. Depuis quand vous avez reçu l'aide de l'État à la presse privée? Je dis et je répète que ça ne règle pas tous les problèmes, mais ça règle une partie des problèmes. Beaucoup de problèmes. Le chef de l'État, Patrice Talon, ne peut pas dire qu'il n'a pas profité de la presse béninoise pour être là où il est. Et autour de lui, il y a des gens que je respecte, qui sont mes aînés. Qu'est-ce qu'ils se disent pour que ça trime tel que ça trime? Ou bien c'est parce qu'on ne fait pas bien le métier? Donc, il y a ça, je dis pour nous d'abord. Je ne vais pas aller sur d'autres paliers pour que les gens comprennent pourquoi c'est dur et pourquoi tout le monde. Et je constate quelque chose. Quel que soit le rang social aujourd'hui, c'est facile de dire ça ne va pas. Et vous savez ce qu'est la solution de ça ne va pas? C'est le chef d'État et son équipe. C'est pas moi. Donc, je pense que si cette tournée peut inverser la tendance, parce que quand je vois mes aînés, ils tournent, il y a quelque chose qui se passe là, je dis, mais on dit c'est une pratique de Souleymane Lawani qui a souri les PDM de 5000 avec un cadre de presse. Et donc, c'est ça l'héritage de la presse au niveau de tout ce que Boni Yahi a fait pendant 10 ans. On revend la copie pour que ça puisse sourire un peu. Parce que quand ça sourit au niveau de la presse, c'est bizarre, hein, c'est comme du gris-gris, ça sourit partout. Mais quand le journaliste n'est pas trop heureux, il garde l'information et ça ne sourit pas. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais j'ai présenté la situation, à vous de choisir la réponse que vous voulez. Oui, moi je pense que lorsqu'on gère le pouvoir pendant 8 ans, en temps normal, on devait laisser les actions parler d'elles-mêmes. On ne devait plus avoir besoin de communiquer parce que les actions en 8 ans devaient pouvoir impacter tous les Béninois de façon à ce que tous les Béninois sentent vraiment qu'il y a eu de changements. Et de changements, il y en a eu dans ce régime. J'ai passé mes vacances à Accra, au Ghana. Et l'idée que j'avais de Accra en allant, c'est que c'est une ville très propre. On ne jette pas de sachets. Quand tu jettes un sachet, on va te rechercher, on t'amène pour prendre la police et tout ça. La ville est propre. Mais je vous assure que Cotonou n'a rien envié à Accra en termes de beauté, de luxe, de salubrité. Ça, c'est à l'actif du gouvernement actuel. Je dis, en termes de propriété d'abord,
je ne parle pas des quartiers, hein, il y a quartier, et même à Accra aussi, il y en a. Tout à fait. Et oui, voilà, s'il faut comparer aujourd'hui des quartiers tels que, comment on appelle, Fidjrosé, là où il y a l'aéroport Erevan, pour aller à l'Amazon et autres, le boulevard de la Marina, et ça n'a rien à envier avec le Ghana. J'ai vu la place qui représente, qui est perçue au Ghana comme la place de l'Amazon, où le 1er août est célébré, où la fête de l'indépendance est célébrée. J'ai des vidéos, si vous voyez, aucun lien avec ce que le chef de l'État nous a fait. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, on peut aller hors du pays et être fier d'être béninois. Ça, c'est Patrice Talon qui l'a fait. Il a mis des infrastructures de qualité. Il y a des fleurs, ce que je n'ai pas vu ailleurs. C'est quand même beau. L'esthétique. Oui, c'est beau. Quand tu aujourd'hui, tu vas à Cotonou, c'est beau. Et j'ai mon mécanicien qui est à Agla en face de Vidolé. Et je suis parti la dernière fois, toutes les rues de ce quartier-là, en face de Vidolé, là, ont été asphaltées. Je dis toutes les rues. Quand je dis toutes les rues, là, c'est que tu entres là, tu sillonnes tout le quartier. Oh, c'est un quartier, le garage de mon mécanicien là, c'est sur l'eau, il travaillait. Mais ils ont fait des routes mais propres. Allez à Gla, allez à Papa. Vous allez voir. Il y a plein de quartiers aujourd'hui. Au-delà des réalisations. Voilà. Donc, le peuple quand même. J'en viens. Oui. Donc, il y a des acquis énormes sous la rupture. Mais bon, on nous a prôné la normocommunication, peut-être pour affamer la presse béninoise, parce que ça a conduit à supprimer les contrats avec les institutions, ce qui nous donnait à manger et à entretenir nos entreprises. On a supprimé l'aide de l'État à la presse au nom toujours, je suis sûr, de la normocommunication. Et on a mis des points focaux dans les ministères qui ont pour seul objectif de jeter des miettes aux journalistes, des PDM, aux journalistes. C'est pour les chanceux, ça. Merci, c'est pour les chanceux. Donc, j'ai eu l'impression que tout a été fait. Il y a eu des réformes partout, sauf dans la presse. Je l'ai dit encore dans une autre instance la semaine passée, à l'occasion du 3 mai. Il y a eu des réformes partout, dans tous les secteurs, sauf au niveau de la presse. Pourquoi? Peut-être parce qu'on prend du plaisir à voir des journalistes trimés, à voir des entreprises de presse incapables de payer les employés. Et aujourd'hui, on veut faire une tournée pour dire aux gens ce qu'on a fait. Ils vont prendre par qui? Combien de personnes la tournée la peut réunir à la salle d'affectation de parcours? Ils vont faire comme Bouna, ils vont tourner au feu. Combien de personnes seront informées? C'est encore du gaspillage d'argent. Parce que vous allez à Ndali, il n'y a pas cette salle qui... C'est pas tout. Les gars iront au champ. Les vraies populations iront au champ, ils n'ont pas le temps pour venir écouter une soi-disant séance de réduction de comptes. Donc, ça n'aura aucun impact sur les populations. Ceux qui peuvent faire le travail, ce sont les radios communautaires. Et ces radios-là sont là. Et on sait ce qu'on... Bon, au moins, elles ont des contrats encore avec le gouvernement. Mais de quel montant? C'est nous qui sommes au contact avec les populations. C'est nous qui pourrons faire le travail. Et c'est de restaurer la presse béninoise. Cette réduction de comptes, c'est un travail que la presse doit faire parce que c'est notre rôle, relayer les actions du gouvernement. Mais bon, on nous a arraché ce pouvoir. On a installé une cellule à la présidence qui produit des éléments qui fait un bon travail. Un travail professionnel. L'occasion est venue de faire le bilan. Voilà. Donc, alors, nous, si on nous sollicite et si le gouvernement est prêt à payer la facture, d'abord, on va couvrir les séances de réduction de compte. Mais s'il n'y a pas de facture, d'abord, on ne sera dans aucune séance de réduction de compte. Ça, c'est clair. Ça, c'est le patron de Dabarou qui parle. Oui. Alors, et ce qui paraît bizarre dans cette tournée-là, c'est qu'en 2017, Parakou a été choisi par le chef d'État. Je ne sais pas au nom de quels critères. C'est là on a serré la ceinture. Et pour lancer l'appel au peuple béninois de serrer la ceinture. Même PDM, on n'a pas reçu le jour-là. Voilà. Ça, c'est votre cas. Je ne veux pas aller plus loin. Et quand vous gérez un pays pendant 8 ans, on demande de serrer la ceinture. Et que vous constatez que au moment où on demandait de serrer la ceinture, c'était encore acceptable, la situation des Béninois. Mais 8 ans après, on constate que la situation est critique. Moi, je voudrais regarder droit de votre caméra pour de prendre la République, de ne pas
forcément écouter ceux qui l'entourent, mais d'écouter son cœur et d'écouter l'envie qu'il a animée un jour de décider d'être président de la République et de dire qu'il a été élu pour tous les Béninois, pour que les Béninois se sentent à l'aise. Ce que j'entends quand je circule, nous avons une carapace un peu dure, donc on ne laisse pas apparaître cette galère. Et sinon, en costume, ça cache la galère. Mais au fond, la galère est là. Et peut-être que c'est à des degrés différents. Ailleurs, ça mange différent une fois par jour. Je le dis parce que j'ai vu des cas. Et je pense que le Bénin ne mérite pas ça. Le Bénin ne mérite pas ça. Barnabas Olokuma, 30 secondes. Patrice Talon a encore 2 ans pour la fin de son mandat. Il peut encore mieux faire. Non, je pense que avec tout ce qu'il a comme problème, Niger, l'électricité, l'eau, les syndicalistes qui marchent, il n'aura plus grand chose à espérer pour les 2 prochaines années. Ce qu'il a à faire, c'est de pouvoir préserver ce qui est déjà fait, de voir dans ce qui lui reste à faire, quelles sont les priorités, comme restaurer la presse béninoise. C'est une très grosse priorité. Oui, contre, je vous soutiens pour ça. Et il doit faire cet effort de restaurer la presse. C'est le seul secteur qui n'a pas encore été touché par les réformes. Et nous espérons vraiment qu'il fera quelque chose. La tournée, au moins au cours de cette tournée, que Dabar soit approché. Ça, c'est le patron de Dabar. Voilà, Dabar soit approché, que nous faisions peut-être un contrat de couverture médiatique de toutes les activités. Je suppose que le gouvernement vous a giflé, vous n'allez pas en train de digérer, laissez tomber, accompagner le gouvernement. Non, mais on a accompagné depuis 8 ans. C'est ça que je dis. Une entreprise de presse n'est pas une entreprise comme une quincaillerie qui vend, c'est qui fait profit. On a toujours diffusé le compte rendu du Conseil des ministres, toutes les actions qui sont prises. Mais on n'a pas. Voilà, cette sortie du chef de l'État. De l'État, on a relayé gratuitement. L'État ne paye pas pour ça. C'est un travail du patriotisme. Oui. Mais bon, lorsque nous serons enterrés, lorsqu'on sera enterré, on pourra être patriote. Eh bien, espérons que ce patriotisme puisse payer un jour. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup. D'être dans ce plateau. Merci. Merci d'être passé. Portez-vous bien et à très bientôt.